comment tu te définirais? Est-ce que tu es un aventurier, un réalisateur, un explorateur? Voilà, dis-nous qui tu es. Et bah, un petit peu tout ça. Donc je suis aventurier, explorateur, mais surtout réalisateur. Réalisateur, c'est mon métier. Et par ce métier, justement, j'ai les deux petites branches explorateur et aventurier, voilà, en tout cas en France. Et en fait, tu as fait une première émission avec Canal+, et puis tu es présent aussi sur les réseaux sociaux, on en reparlera. Mais finalement, en fait, tu voyages et tu nous fais découvrir la France uniquement, notre pays. Pourquoi t'es pas parti dans le monde entier à la Mike Horn pour nous faire, voilà, nous montrer le monde entier et toutes ces beautés? Bah, tout simplement parce que je suis un amoureux de mon pays, vraiment. J'aime mon pays, j'aime la France, j'aime le patrimoine naturel français et c'est ce patrimoine que j'ai choisi de mettre en valeur, de valoriser sur les réseaux sociaux et sur mon émission télé Antoine l'Aventure sur Canal+. Donc mon but, voilà, c'est de partir justement en exploration, en expédition, à travers les différents paysages de France pour les mettre en valeur justement. Je pars du principe qu'on a une richesse, une diversité incroyable de paysages en France et qu'il serait dommage de ne pas en profiter. Et alors en fait, quand tu pars comme ça en expédition, comment tu te prépares matériellement, psychologiquement et peut-être même spirituellement aussi? Voilà, comment se passe la préparation de tes expéditions? Alors, bah, ça va dépendre en fait, la préparation va dépendre vraiment de l'expédition. Une expédition par exemple hivernale, au niveau logistique, au niveau du matériel, va être complètement différente d'une expédition estivale. Par exemple, une expédition qui me vient en tête, c'est la traversée de la Loire en kayak. Donc j'étais parti de la source de la Loire au Mont Gerbier de Jonc en Ardèche, et le but était de rejoindre l'embouchure à Saint-Nazaire. Et donc là, il y a 900 km à préparer en kayak. Donc il faut bien sûr trouver un kayak, trouver tout le matériel nécessaire à la préparation de cette expédition. Et puis, à contrario, une expédition, par exemple la traversée du Vercors à Raquette, que j'ai fait en 2020, ça c'est une traversée qui va demander un petit peu plus de préparation technique, on va dire, parce que les Vercors, c'est l'une des plus vastes réserves naturelles sauvages de France. Et quand on s'aventure sur les hauts plateaux du Vercors, on est un petit peu livré à nous-mêmes. Il n'y a plus de réseau, il n'y a plus une habitation à la ronde, pas une route qui traverse cette réserve. Donc on est vraiment livré à nous-mêmes. Là, il faut être bien carré sur la préparation de son itinéraire. Et puis après, spirituellement, en général, avant de commencer une expédition, et puis même chaque matin, en général, je confie ma journée à Dieu par la prière. Je lui demande que tout se passe bien et je lui demande aussi surtout la force de pouvoir transmettre cet amour que j'ai pour mon pays et pour le patrimoine naturel français. Alors tu parlais tout à l'heure de ton expédition dans le Vercors où il n'y a pas de réseau. En fait, j'imagine que dans toute expédition, il y a son lot de galères, de difficultés, d'épreuves, enfin voilà, de choses où tout tourne mal. Comment tu réagis dans ces cas-là et quelles sont tes ressources en fait pour, voilà, pour repartir et reprendre un peu voilà, te rebooster, reprendre de l'énergie Bah, les ressources, elles sont vraiment multiples. Maintenant, ça dépend vraiment de la situation dans laquelle je vais me trouver. Le plus important, en général, c'est de garder la tête froide. Il faut vraiment analyser la situation, essayer de positiver. Ça peut paraître un petit peu bateau de dire ça comme ça, mais faire un point déjà sur sa santé physique, voir si tout va bien, voir si le corps fonctionne normalement. Et puis normalement, quand on constate que tout va bien, je veux dire, on est déjà presque sorti d'affaire. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de me retrouver en plein orage, en pleine montagne, avec toujours pareil, pas de réseau. Et dans ce cas-là, j'ai trouvé abri, je crois que c'était sous une petite corniche rocheuse. J'étais comme ça, prostré en attendant que l'orage passe. Et puis là, oui, on récite quelques Je vous salue Marie quand même, parce que c'est quand même pas évident de faire face seul comme ça quand les éléments se déchaînent, en tout cas autour de soi. Ouais. Alors peut-être que tu prends aussi appui sur ton expérience scout parce que tu as été scout. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours de scoutisme depuis tes jeunes années jusqu'à peut-être maintenant ou en tous les cas il y a quelques années? Tout à fait, oui. J'ai été scout de mes 7 ans jusqu'à mes 23 ans. En gros, je suis parti des louveteaux, première année de louveteaux, et puis je suis sorti des scouts en étant assistant chef de troupe. Donc j'étais à la 9e Dijon. C'était une belle et grande troupe en Bourgogne, dans laquelle j'ai fait toutes mes années scouts. Donc louveteau, scout, j'ai été aussi chez les routiers. Et puis ensuite, j'ai fait 2 années en tant qu'assistant chef de troupe. Je regarde une expérience absolument fantastique.
Alors, qu'est-ce que tu gardes justement de tes années de scoutisme, de ton expérience? Est-ce que ça a eu une empreinte? Est-ce que ça a eu une influence dans tes choix professionnels, personnels, dans la façon dont tu exerces ton métier? Voilà, qu'est-ce qui reste de ces années de scoutisme quelques années plus tard? Alors, ce qui reste de ces années de scoutisme, en fait, il y a beaucoup de choses, énormément de choses, notamment d'un point de vue pratique, d'un point de vue débrouillardise. À chaque fois que je pars en expédition, il n'y a pas une seule fois où j'utilise pas des savoirs, des connaissances que j'ai acquis au scout. Il m'est arrivé de passer une semaine dans les Vosges et de me reconstruire les fameuses plateformes en lit tressé, etc. Ça, j'ai pu le montrer justement en vidéo sur les réseaux sociaux, sur YouTube et puis même sur des épisodes sur Canal+. Et à chaque fois, ça fascine pour des personnes qui ne sont jamais passées par les scouts. Ça fascine énormément. On se demande comment c'est possible que tout cela tienne. Et puis en fait, ça tient. On passe des très bonnes nuits d'ailleurs sur ces litières rectangulaires. Et à chaque fois, voilà, c'est des très bons tuyaux à distiller un petit peu partout. Et puis après, d'un point de vue on va dire moral, la loi scout, j'essaie de continuer de la respecter chaque jour à travers mon métier, justement. Donc voilà, c'est des principes de vie qui ont été fondamentaux pour moi et qui sont encore très importants aujourd'hui. Il y a peut-être un article de la loi scout qui te parle, ou peut-être que tu as la chance, toi, de le vivre plus quotidiennement. C'est l'article 6. Ouais. Le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu, il aime les plantes et les animaux. Est-ce que tu gardes cette capacité d'émerveillement, le fait de s'émerveiller de la création? Est-ce que ça te rapproche aussi de Dieu? Est-ce que ça compte dans ta vie spirituelle, ta vie intérieure? Enfin, comment tu le vis, cet article-là, qui peut-être est celui qui est le plus difficile en fait à comprendre ou à garder en soi une fois que voilà qu'on est dans sa carrière, dans sa vie professionnelle, dans sa famille, etc. Voilà, comment tu vis ça toi aujourd'hui? Bah, effectivement, c'est un article qui est très intéressant pour moi. Et alors, j'essaie de le mettre en pratique. Tu parlais tout à l'heure d'émerveillement, et effectivement, l'émerveillement, c'est, je pense, quelque chose de fondamental aujourd'hui. C'est impossible aujourd'hui d'aimer quelque chose si on n'est pas capable de s'émerveiller devant. Ça, c'est quelque chose que j'essaye justement de transmettre sur mes réseaux sociaux, en filmant par exemple des beaux paysages, des beaux éléments naturels, etc. Et j'insiste justement sur cette capacité à savoir s'émerveiller en fait des paysages naturels, parce que pour moi c'est vraiment de là où va naître en fait l'amour et donc la volonté de vouloir ensuite préserver les paysages qui nous entourent, donc le patrimoine naturel français, etc., etc. En fait, c'est ça finalement que tu veux faire passer comme message pour les jeunes qui te suivent et notamment les enfants à travers l'émission sur Canal. Voilà. Quel est l'essentiel en fait de ce que tu veux faire passer pour les enfants? Et est-ce que ta démarche est plus pour de mettre en avant le patrimoine ou de donner un accent plus écologique à ton émission et à ce que tu proposes sur les réseaux sociaux? Bref, quel est le message d'Antoine? Alors le message il est double. Le premier c'est de montrer la diversité et la beauté des paysages de France. Donc ça c'est vraiment insister sur ce fait-là, de montrer à quel point notre pays est riche de sa diversité de paysages et de le mettre en avant. Ça c'est vraiment le premier message, de faire ouvrir les yeux aux gens pour leur montrer en fait à quel point la France est belle et à quel point elle mérite d'être visitée et d'être explorée. Et le deuxième message que je voudrais faire passer, c'est qu'il n'y a pas besoin de partir loin pour vivre des aventures. Ça, c'est ce que je répète en général plutôt dans mon émission sur Canal+. Le but, aujourd'hui, on nous vend en fait beaucoup d'aventures aux quatre coins du monde. Moi, ce que je veux montrer, c'est qu'il est possible de vivre des aventures avec un grand A en restant en France. Voilà, donc des aventures que je mets moi-même en évidence, donc la descente de la Loire en kayak, la traversée du Vercors en raquette, la traversée des Alpes à pied, les tours des volcans du Cantal à pied. J'étais parti aussi dans un défi complètement fou il n'y a pas longtemps, c'était de parcourir 250 km sans emporter de nourriture et en me nourrissant exclusivement de plantes sauvages. Donc pendant quasiment 10 jours, j'ai mangé des salades de pissenlit, des soupes d'ortie, je me suis nourri de châtaignes, etc. Et en fait, ça fait écho aussi à l'article 6 de la loi scout, le fait de repérer dans la nature l'œuvre de Dieu, de l'aimer, de l'apprécier. Et en fait, voilà,
le message, il est là, il est de profiter justement de ce patrimoine, de savoir l'apprécier, de savoir le mettre en valeur. En fait, tu as plus de 100 000 followers maintenant entre TikTok et Instagram. Donc finalement, tu montres, tu donnes le goût de la nature, de l'aventure aux enfants et aux jeunes grâce aux réseaux sociaux. Donc il y a presque un paradoxe entre les deux, entre le fait d'être derrière son écran et en même temps de parler de la nature. Comment en fait tu fais pour leur donner ce goût-là et puis en fait pour aussi, j'imagine, leur donner l'idée et l'envie de ranger leur écran dans leur chambre et de partir dans la nature tout simplement. Et est-ce que tu as des retours de la part de tes followers, de ceux qui te suivent, qui te disent, bon ben voilà, moi je suis partie grâce à toi? Oui, j'en ai beaucoup des retours comme ça. Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que la première des choses que je fais sur les réseaux sociaux, ce sont des aventures accessibles. Donc des aventures en fait que tout le monde pourrait reproduire, toute personne valide en tout cas pourrait reproduire en étant seul ou en étant à plusieurs. Donc il y a j'ai énormément de retours de personnes de mon âge, un petit peu plus jeunes aussi, qui se lancent elles-mêmes dans la traversée du Vercors, qui louent un canoë sur plusieurs jours avec des amis pour descendre la Loire, qui décident de faire un petit bout du GR5 par les Alpes. Et puis j'ai aussi, mine de rien, beaucoup de parents qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui suivent mes aventures et qui emmènent leurs enfants qui, eux, sont encore trop jeunes pour être sur les réseaux et qui, en fait, emmènent leurs enfants dans des coins que j'ai visités, que j'ai pu arpenter. Et puis, en général, ce que j'aime bien, c'est qu'ils m'envoient des retours de leurs enfants, justement, qui explorent un petit peu ces contrées-là et qui sont heureux comme tout. Et ça, c'est la meilleure des récompenses. Ouais. Alors, est-ce que finalement, t'es pas un peu nostalgique des raids de classe que tu faisais quand tu étais scout? Est-ce qu'il n'y a pas voilà, ce côté j'ai envie de revivre ce que j'ai vécu en étant scout? Ah, et quelles traces tu gardes concrètement de cette expérience scout? Bah, l'expérience scout, pour moi, si je fais ce que je fais aujourd'hui, je pense que c'est vraiment grâce aux scouts. C'est marrant parce que les scouts, je me rappelle quand ma mère m'a dit qu'elle allait m'inscrire aux scouts, j'avais 7 ans et j'avais déjà des a priori. À 7 ans, je pensais pas que c'était possible. Et j'y suis allé un petit peu à reculons. Et finalement, en fait, j'y ai passé quasiment 15 ans de ma vie. Et c'est grâce au scout, en fait, vraiment grâce à cette expérience que j'ai réussi à faire, je pense que je fais aujourd'hui, d'avoir le goût justement de me mettre un petit peu en difficulté, le goût d'essayer de me dépasser dans la nature, le goût d'essayer d'explorer, d'essayer de comprendre un petit peu le monde qui m'entoure, etc. Donc effectivement, je pense que les marches et les expéditions que je fais aujourd'hui, c'est un petit peu le prolongement justement de cette vie scout que j'ai quittée maintenant depuis quelques années. Ouais. Bon, mais t'as pas quitté ton ceinturon par contre. Non, j'ai pas quitté mon ceinturon. Effectivement, il me quitte jamais et je le porte au quotidien. Ouais. Alors, on en parlait tout à l'heure, enfin là, quand on avait préparé l'interview, il y a pas mal d'anciens qui, une fois qu'ils ont quitté le scoutisme, mis leur uniforme au placard, ont comme voilà, une petite déprime, un petit blues, tellement ils ont donné de temps, donné d'énergie, mis tout leur cœur, surtout quand on a été chef, à faire vivre l'aventure scout. Est-ce que toi, tu as vécu ça? Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est une façon, c'est ce que tu dis, de prolonger un peu ce goût pour l'aventure et ce que transmet le scoutisme? Et est-ce que ça donne pas finalement envie à plein d'anciens de continuer un peu l'aventure scout d'une manière ou d'une autre? Complètement. À partir du moment où on a été scout, on a fait sa promesse, on est scout pour toujours. Donc en fait, c'est vraiment le prolongement pour pallier à ce blues. Je pense qu'effectivement, ouais, moi je me suis lancé moi-même à l'aventure et finalement, il y a au-delà de l'aventure, il y a toute cette dimension de transmission, de valeurs, d'amour du patrimoine, de transmission bien sûr aussi de conseils plus techniques en lien avec le bivouac, en lien avec le froissartage par exemple. Et moi, c'est ça que j'essaye justement de montrer sur les réseaux. Et c'est, je pense, grâce à ça, justement, que j'ai réussi à pas rentrer dans une sorte de déprime une fois que j'ai arrêté mes années scouts. Ouais, ouais. C'est ce que je pourrais conseiller, en tout cas, à tous ceux qui seraient
atteint justement de ce blues du scoutisme, de ce syndrome ouais, du blues du scoutisme. Ouais. Donc si le RASO t'invite à faire une petite formation de rappel, on va dire, pour les anciens et sur le bivouac et les techniques de survie, t'y vas? Complètement, on pourrait faire une marche entre anciens et puis se remémorer des très bons moments du scoutisme passés ensemble et tout, ça pourrait être une très belle aventure.